Après la mort tragique des enfants du Garbou, ceux de Kumba et aujourd'hui celle de Caro Louise Ndialé sur le chemin de l'école, les élèves allongent la liste des civils qui ne cessent de perdre leur vie dans cette guerre fratricide qui dure depuis 5 ans au Cameroun, dans la partie nord-ouest du Cameroun. Alors, je reprends. Après la mort tragique des enfants du Garbou, ceux de Kumba et aujourd'hui celle de la petite Caro Louise Ndialé, les élèves continuent de payer le lourd tribut de cette guerre et prolongent ainsi la liste des civils qui perdent la vie depuis le déclenchement de cette crise sociopolitique dans la partie anglophone du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. L'invité de cette semaine est un journaliste, il est directeur de publication du journal Ouest Hebdo, c'est un hebdomadaire qui paraît dans la région de l'Ouest Cameroun. Ouest Echo, bien entendu. Il est également secrétaire général de l'UPC après le congrès de septembre dernier à Bangoulap, à Badenkop, dans la région de l'Ouest également. Et Clédor Péquois, bonjour. Bonjour Monique et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Canal 2 International à travers son émission La Rétro. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une émission également spéciale à la suite de la mort tragique de la petite Caro qui a secoué la toile, qui a secoué le monde entier et déchiré les émotions. Vous, comment l'avez-vous traité dans votre rédaction et en tant que parent, comment l'avez-vous vécu? Mais déjà, je vais commencer par adresser mes sincères condoléances à la famille de la petite Caro qui est tombée accidentellement, pourrait-on ainsi dire, sur le terrain d'une tragédie qui ensanglante le pays. Mais je voudrais aussi adresser mes condoléances à l'armée camerounaise et à la famille du gendarme qui est à l'origine de ce meurtre et qui malheureusement a succombé à la vindicte populaire, à la justice populaire. Donc ça fait 2 morts de trop et c'est autant... On doit pouvoir regretter ce qui se passe, mais c'est peut-être l'occasion aussi d'interpeller davantage ceux qui ont les solutions à cette crise afin que les choses puissent aller rapidement pour que nous fassions l'économie des différents morts sur le terrain. Nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de cette émission qui va durer justement 52 minutes. Nous vous promettons d'en parler de fond en comble. Alors, avec le concours de la réalisation, nous allons présenter aux téléspectateurs ou à nouveau leur représenter la scène et le mouvement d'humeur qui s'en est suivi. Catholic Church Buea Town. La place est noire de monde ce jeudi. Presque impossible de se mouvoir, car ici, toute la population est venue vivre ce moment de grande tristesse. Certains, des havres de paix à la main, implorent le secours de Dieu. D'autres maudissent ce jour qui assombrit de plus belle la situation dans le sud-ouest. Un homme creuse la terre sous le regard de centaines d'autres. C'est là que vient d'être déposé le corps de la petite Caro Louise Ndialé. Les images d'elle dans sa petite robe de princesse ont fait le tour de la toile. Désormais, sa vie est au passé et son avenir enterré. Les membres de la famille sont abasourdis. Sur ces images, la mère de la victime cherche réconfort en tenant une robe de sa fille. En ce moment à Moliko, les voies sont bloquées. Impossible d'avancer ou de reculer. La ville de Buea, tel un volcan en éruption. Des coups de feu au lieu du checkpoint pour disperser une foule en furie qui érige des barricades sur la voie publique, empêchant la circulation des véhicules. C'est l'histoire insoutenable qui a secoué la ville de Buea. Une fillette à bord du véhicule que conduisait sa maman a été froidement abattue par un élément de la gendarmerie nationale au cours d'un contrôle de routine.
aux yeux des populations qui décriaient ces derniers temps les nombreux postes de contrôle occasionnant des bouchons et autres tracasseries. C'est une victime de trop. La bavure est impardonnable. Elle entraîne une vindicte populaire qui met un terme à la vie du gendarme Fotich. On veut la justice concernant cet enfant parce qu'il est inadmissible que l'enfant part à l'école et on tire sur l'enfant pas plus. Nous voulons la justice. Nous voulons la justice concernant cet enfant. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu es un enfant, ça veut dire tu es l'humanité. Il y a les droits des enfants et il y a les droits des femmes. Qu'on arrête de violer les lois des enfants et la loi des femmes. Quelle est cette marginalisation? Nous sommes fatigués. Nous voulons la justice et on veut la paix dans ce Cameroun. La foule hostile va porter le corps inerte de la jeune fille en procession vers les services du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Une bravure condamnée par le gouverneur Okalia Bilaï qui tente de calmer la situation. I'm fighting here for children to go to school. Yes. But how is it that a child on his way to school is killed? So it is a shock. With the school uniform. Rest assured that I, Governor, you know me. You know that I'm not a conniman. Those who did it, no matter they are great, they will pay. Yes. They will pay. Are you listening to me? Yes. Okay. But I want us to carry the corpse of our innocent child to the mortuary. La tension est dans l'air. Pour l'heure, la totalité de la ville porte le deuil de cette fillette élève dont le corps inerte parcourt les artères des différents quartiers de Buea. Et Clador Péquois, vous vivez avec nous cette avalanche de consternation qui se manifeste de part et d'autre. Cette autre bavure se produit une semaine après la mission du Premier ministre qui est venu trouver davantage de solutions pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Comment expliquez-vous cette recrudescence de violence malgré tous ces appels à la cessation des tueries? Je crois que de mon point de vue et de l'analyse des personnes qui suivent ce dossier, la recrudescence des violences en ce moment traduit une volonté certaine. Nous sommes un peu comme dans une situation de solution finale. Donc, les différents protagonistes, notamment ceux qui ont décidé de prendre les armes pour revendiquer au départ, c'était des revendications corporatistes qui ont par la suite migré vers des revendications sécessionnistes. Donc, ils ont le sentiment que il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression pour que le conflit s'internalise et que, notamment les Nations Unies, parce que parallèlement à cette escalade, on sent bien qu'il y a une volonté d'impliquer un peu plus la communauté internationale dans la résolution de ce conflit. Et c'est, de mon point de vue, une évolution dans le conflit. Il y a cette évolution, et c'est une conjonction de facteurs. Donc, il y a déjà cette volonté des protagonistes, des sécessionnistes, d'internationaliser le conflit. Et cela passe par la multiplication des attaques, comme on l'a vu, mais également par le renforcement de leur arsenal militaire. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que la puissance de feu des sécessionnistes a été fortement accrue. Ils ont la capacité aujourd'hui d'attaquer des véhicules blindés. Ils ont maîtrisé l'outil, si vous voulez, des engins explosifs. Et tout cela participe. Ceux qui financent notamment, ceux qui ont un agenda sérieux dans cette affaire, ont le sentiment qu'il faut tout faire, accentuer la pression, et pousser les militaires à la faute avec les bavures comme on est en train de le voir, ou bien attaquer leur morale. Parce que les camarades qui voient, les militaires qui voient leurs camarades tomber ne restent pas insensibles à cette situation. Et ça crée une psychose qui fait que les bavures vont certainement se multiplier. Et elles auraient même été plus graves s'il n'y avait pas un peu, on doit le relever, le professionnalisme des militaires camerounais. Parce qu'en ce moment-ci, il y a une conjonction de facteurs qui fait que on doit s'attendre à un peu plus de bavures comme celle-là. Dans le cas d'espèce, après avoir adressé évidemment nos condoléances, comme je l'ai dit, il faut revenir à la réalité des choses. La ville de Buea aujourd'hui est une ville
si vous voulez, c'est le chef-lieu d'une région pratiquement en guerre, qu'on ne se voile pas les yeux. Et que pour préserver la paix, il y a une action militaire qui est menée sur le terrain et cette action restreint les libertés. Chaque fois qu'il y a le désordre, les libertés sont plus ou moins menacées, notamment les checkpoints qui sont instaurés ici et là pour filtrer les mouvements. On va regretter tout simplement que la population de plus en plus prend pour cible les militaires, les forces de l'ordre, refusent de coopérer avec les forces de l'ordre. Et comment interprétez-vous justement cette attitude des populations? Il y a une dame qui transporte ses enfants pour l'école, qui au niveau d'un checkpoint refuse d'obtempérer à l'interpellation d'un gendarme en service. Ce qui s'est produit, on le connaît déjà, et la population s'est ruée sur le gendarme et l'a assassiné, parce que c'est un cas d'assassinat, puisque c'est avec préméditation. Et Non, on a vu. C'est pas... Je vais aller jusqu'au bout. Oui, voilà. Un assassinat, on le qualifie lorsqu'il y a préméditation. Exact. Le cas de meurtre, c'est un accident. Un accident. Exactement. Voilà. Les enquêtes nous permettront au fur et à mesure de comprendre de fond en comble ce qui s'est passé. Alors la question c'est, comment analysez-vous justement l'attitude vengeresse des populations dans ce cas précis? Oui, avant d'analyser l'attitude vengeresse des populations, je voudrais qu'on revienne sur le thème. Assassinat, comme vous avez dit, il y a une préméditation. Est-ce que vous avez le sentiment que le gendarme qui a tiré, sorti de chez lui le matin, avait l'intention de tuer la petite Caro? Je ne parle pas du gendarme. Je parle le cas du gendarme, je le mets... Ou alors je le mets entre guillemets dans le cadre d'un meurtre, en attendant que les enquêtes nous permettent d'élucider. Mais pour le cas du gendarme qui a été lancé, c'est délibérément que la population a décidé. Voilà, on commence à être d'accord. Donc là, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Il faut accord préalable pour continuer. Tout à fait. Donc, si nous sommes d'accord sur les préalables, maintenant, la question que vous avez posée, c'est de savoir comment comprendre la réaction des populations qui se sont levés comme un seul homme, pour utiliser des expressions que les politiques adorent, qui se sont levés comme un seul homme pour venger la fille qui a été tuée. Donc, j'ai lu beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux, et notamment de certains acteurs politiques, et la question que je pose est celle de savoir si véritablement les militaires qui sont dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, on a le sentiment qu'ils sont dans une posture d'une armée coloniale. Ils sont dans un terrain où les populations, manifestement, sont plus tolérantes vis-à-vis des sécessionnistes que vis-à-vis des forces de l'armée républicaine. Parce que les sécessionnistes, on a vu il y a quelque temps, des sécessionnistes décapités, des personnes originaires de la région, mais présentées comme des collabos des forces régulières. Et au vu et au su de tout le monde, comme pour donner des exemples de châtiment à la population, sans qu'on ait affaire à ce même type de réaction pour condamner ce genre d'attitude. En revanche, dans le cas d'espèce, il n'était pas sorcier de comprendre qu'il y avait des éléments objectifs qui pouvaient entraîner cet accident que tout le monde regrette. La région est une région en guerre. Et la guerre restreint les libertés. Il y a des checkpoints qui sont instaurés pour filtrer les mouvements de la population et contrôler et assurer la sécurité de tous. Une dame, qui aurait pu être un monsieur, qui aurait pu être n'importe qui, devant ce checkpoint, décide de violer les règles. Et le gendarme manque si vous voulez, de maîtrise, de professionnalisme, quelque part, tire. Alors que le risque d'atteinte à une vie humaine était très élevé, il a quand même tiré et la bavure s'est produite. Donc, on ne va pas justifier les actes des uns ou des autres. Nous sommes dans la gestion des conséquences. On a donc le sentiment finalement que les militaires qui y vont sont comme, si vous voulez, dans une souricière. Ils sont pris à partie finalement par des personnes qui sont censées être qui sont censées protéger
et qui ne coopèrent pas, qui ne collaborent pas. Cela appelle dans un changement de paradigme dans la lutte contre les sécessionnistes. D'accord. Alors, je vais lire un fragment de la réaction du ministère de la Défense dans un communiqué rendu public par le responsable en charge de la communication. Alors, dans une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur, l'un des gendarmes, au mépris du sacro-saint principe de précaution, procédait à des tirs de sommation dans le but d'immobiliser le véhicule. Alors, vous parliez tantôt de cette guerre qui s'enlise. Est-ce qu'on ne peut pas voir dans le comportement des éléments de la force républicaine les conséquences psychologiques de cette guerre? C'est-à-dire qu'à force de voir des vies tomber, de voir des camarades qui sont décapités, charcutés comme du bétail, à un moment donné, parfois on peut se tromper d'ennemi. Tout à fait. Non, mais c'est bien ce que je disais. Donc, les militaires qui sont dans le terrain de ces opérations doivent davantage, plus que d'autres, faire preuve d'une formation au-dessus de la moyenne. On ne leur pardonnera aucune erreur. Ce qu'on pardonne aux autres, on ne le leur pardonnera pas. Peut-être un accompagnement psychologique permanent. Oui, il faut au-delà de l'accompagnement psychologique, il y a une formation qu'il faut faire. Parce que c'est une guerre incomprise en réalité. Les militaires sont en train, dans une guerre incomprise. On parle aujourd'hui de guerre asymétrique parce que les forces ne sont pas les mêmes. Bientôt, peut-être, ça va y arriver. Il y a même un sentiment de lassitude pour ceux qui sont au front. Non, pas lassitude, puisqu'on rote. Donc, les militaires qui sont là, ils ne sont pas là pendant 5 ans. Depuis que la guerre dure depuis 5 ans, ce n'est pas les mêmes militaires. C'est qu'il y a des rotations. Mais il y a quand même un sentiment d'exaspération. Oui, les militaires, je le dis... Qui sous cap oui. se confessent par des voix plus ou moins officielles, qui sont las d'être dans cette guerre, qui pourrait être résolue d'une manière ou d'une autre. On ne trahit pas ses sources, mais je ne vous suivrai pas dans cette voie, parce que... c'est légitime. Hein? Oui, bien sûr. Je ne vous suivrai pas dans cette voie. Pourquoi? Parce que l'autre nom de l'armée, c'est la grande muette. Donc l'armée n'a pas à avoir des états d'âme. Les militaires n'ont pas à avoir des états d'âme dans le cadre de leur travail. Donc leurs sentiments passent beaucoup plus loin de l'intérêt et des missions qui leur sont confiées. Donc dans le cas d'espèce, il y a une réalité. Les militaires ne sont pas accompagnés par les populations. Parce que c'est une guerre qui est incomprise. Il y a donc nécessité à changer de paradigme. C'est ce que nous disons depuis toujours. Le combat sécessionniste n'est pas tolérable. Il n'est pas tolérable, il n'était pas tolérable hier, il n'est pas tolérable aujourd'hui, il est inacceptable pour le futur. Les Camerounais n'aspirent pas, n'accepteront pas que leur pays soit partitionné. Or, l'agenda des sécessionnistes, c'est justement de partitionner le pays et on semble voir quand même qu'il y a une tolérance à ce combat. Donc, il y a une nécessité d'expliquer pourquoi est-ce que l'armée doit être soutenue. Parce que l'armée est dans son rôle de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Malheureusement, on a l'impression que, alors que vous êtes dans un combat noble, vous êtes la cible des personnes que vous êtes censé protéger et vous avez l'ingratitude, par ailleurs, de la République. Ça, c'est des choses qu'il faut corriger. Qu'est-ce que vous mettez dans l'ingratitude de la République? L'ingratitude, lisez les réseaux sociaux, lisez les journaux. Les militaires ne sont pas encouragés, ils ne sont pas soutenus par la population, ne sont pas suffisamment soutenus par la population qui ne comprend pas ce combat. On a compris, beaucoup font la confusion entre les revendications d'une meilleure gouvernance pour le Cameroun et d'autre part, la crise qui se déroule dans le Nord-Ouest. Ce n'est pas parce que nous avions des problèmes de gouvernance que nous allons croire qu'une défaite militaire des Camerounais fait du bien à ceux qui sont frustrés. Ce n'est pas possible. Parce qu'une défaite militaire, aujourd'hui, dans le Nord-Ouest, la conséquence directe, c'est la partition du Cameroun. Et ça, c'est inacceptable. Pour aller dans la suite de votre propos, une brebis galeuse ne traduit pas forcément l'état général de l'armée camerounaise. Nous allons, avec le concours de notre correspondante Inès Daniel Ondouambala, vivre
le lendemain? Comment Buea s'est porté au lendemain de cette mort de Caro Ndiaye? Le ciel assombri autour du cadre de Buea Moliko au lendemain de l'incident ayant causé la mort de la petite Caro. L'école continue de porter le deuil en mémoire de Carolaise. L'établissement scolaire est fermé. Voici la porte de classe 1. C'était sa salle de classe. Pas l'ombre d'un élève ici. Seuls quelques responsables ont été retrouvés dans l'enceinte de l'école. Ils ont encore du mal à digérer ce qu'ils ont vécu. Mes chers frères et sœurs, concernant ce qui est passé hier ici à Moliko, nous sommes très désolés et en même temps notre condoléance à la famille concernée. Mais après avoir vu ce qui est passé hier, on demande à tout le monde d'avoir la paix dans le cœur. Parce que si on n'a pas la paix, la vie va être vraiment tellement difficile à tout le monde. Et il faut aussi respecter chacun et l'autre. Donc ce n'est que Dieu, nous restons dans la prière pour que Dieu nous touche le cœur et nous convertit vers l'amour, chacun et l'autre. Au domicile familial au quartier Lissoka Mounia, l'environnement est désert. Aucun membre de la famille n'est présent. Les portes ont été fermées à double tour. Ambiance triste. Dans la ville de Buea, le calme et la sérénité reviennent progressivement. Les populations ont renoué avec le train-train quotidien, mais elles ont encore le cœur meurtri. Here in front of the school, and we decided to mourn the child today and to condole with the family. And the teachers have been there the whole day and even late in the night to console the mother. And so we are here now. We decided to close down the school till next week, Tuesday. On n'oubliera pas de sitôt le décès tragique de la petite Carolaise. Ce que Dieu veut détruire, il les rend d'abord fous. Sanglotant, les mots me manquent et c'est tout ce que je trouve à dire sur le meurtre de sang-froid d'une fillette de 6 ans par un gendarme à Buea. Rip ma douce petite. Ce message d'Akeremouna fait partie de milliers de messages recueillis sur Twitter, Facebook et autres plateformes après le décès de la petite Caro, tuée par balle par un gendarme dans la ville de Buea jeudi. Cabral Libi parle d'horribles images qui viennent de Buea. Kawala évoque Gabou, Kumba, Buea, que d'innocents tués, c'est trop. Arbo Bala Congo insiste sur un acte inacceptable des forces de défense et de sécurité à Buea. Entre autres réactions, la douleur exprimée par les internautes de toutes les couches sociales. Chacun y va de son style, de ses mots, pour exprimer ses émotions face à ce drame de trop. On peut lire « À son âge, j'avais offert le même petit sac en bandoulière à ma fille. Pour un parent, c'est d'une douleur indescriptible. C'est inacceptable que les enfants soient tués en allant à l'école. Sincères condoléances à la famille. La réaction du Premier ministre est attendue, que ton sacrifice ne soit pas vain. Le prêtre jésuite Ludovic Lado propose d'ailleurs un lundi 18 octobre comme journée école morte à la mémoire de la petite Caro décédée à Moliko. Il y a également eu sur la toile les pleurs de Majo Ayi, artiste musicienne camerounaise, pour une mise au point après une publication sur le décès de la petite fille de 5 ans faite, selon elle, par son community manager, qui a mentionné sur sa page « Évitons les réticences inutiles et coopérons. Ces hommes en tenue, veillent nuit et jour pour le bien de la nation. Bien que le pire est arrivé, sachons tirer des leçons. » Un post supprimé et remplacé par un message de pardon à toute la nation et les sincères condoléances à la famille éprouvée. Ainsi va la toile en un clic après le décès de la petite Caro, Louise, inhumée jeudi soir dans la région du Sud-Ouest.
Je disais à l'entame de cette émission que le décès de la petite Caro ne prolonge que la liste des morts tragiques dans cette guerre. On a des enfants de Garbou, les mémoires restent encore fraîches. On a les enfants qui ont été froidement assassinés dans une salle de classe à Kumba. Aujourd'hui, c'est Caro. On se souvient de Florence Ayafor, violée, dont des parties génitales ont été saccagées, ainsi de suite. On a à chaque fois une multitude de réactions, d'indignation qui se manifestent. Et Clador Péquois, j'ai envie de vous demander quelles peuvent être, ou alors quelles sont les incidences de ces récriminations, de ces indignations sur le processus de restauration de la paix dans ces deux régions. Déjà pour dire qu'on ne doit pas se laisser prendre au piège des compassions conjoncturelles. Parce que dans le cas d'espèce, on a le sentiment que les gens s'apitoient sur les conséquences, mais refusent d'attaquer le problème de fond qui sont les causes. Les causes, c'est que la sécession frappe à nos portes. Il faut enrayer le péril de la sécession. Cela passe par une négociation forte. Et au thème d'une négociation forte avec les différentes parties prenantes, que le combat militaire soit engagé, cette fois-ci avec un agenda clair des militaires qui sauront qu'ils ont le soutien réel de la population pour lesquels ils se battent. Oui. Dans le cas d'espèce, on a beau jeu de critiquer, de railler, de déstabiliser le moral des soldats en oubliant qu'ils sont au front pour nous. Et je l'ai dit ici en l'entame tout à l'heure, lorsque vous voyez comment la population s'est ruée sur ce soldat, sur ce gendarme, on peut se dire pourquoi 2 poids 2 mesures. Dans le cas de Ayafor, c'était en public. Dans le cas des enfants de Kumba, la police, la justice a fini par rattraper les coupables. Ils ont été condamnés à mort. Et vous savez, la levée des boucliers qui a été faite immédiatement par les organisations de défense des droits de l'homme pour dire qu'on ne doit pas les sanctionner à la dimension de la peine que le tribunal leur a confiée. Mais ça reste quand même paradoxal quand ces organisations de défense des droits de l'homme s'acharnent sur le Cameroun et nous met en conflit, entre guillemets, comme quoi c'est un pays qui est un mauvais élève en matière de respect des droits de l'homme. Ces organisations sont dans leur rôle. Elles sont dans leur rôle si vous voulez, d'activer les leviers de la société civile pour faire avancer un certain nombre de valeurs qui sont les leurs, qui ne sont pas forcément celles des pays dans lesquels ils agissent avec tant d'autorité, de paternalisme. Parce qu'on a vu par ailleurs, dans le cas d'espèce, je vous prends un exemple simple, sans que cela soit la source d'une querelle diplomatique. Il y a 2 semaines, il y a un ingénieur iranien qui a été assassiné par les services spéciaux israéliens à travers un drone. Donc, on n'a vu aucune plainte de la communauté internationale. Donc, un peu comme si c'était un blanc-seing pour que ce qui se fait là-bas, sous le regard détourné des organisations de la société civile, devienne plus violent quand ça se passe au Cameroun. C'est pas normal, parce qu'on aurait pu aussi dire que ce scientifique iranien avait droit à un procès équitable. Ce n'est pas le seul cas. Il y a eu, notamment au Liban, on voit bien que la communauté internationale fonctionne avec des référentiels différents en fonction que vous avez une capacité à défendre votre souveraineté ou pas. Dans le cas d'espèce, nous sommes pour que le Cameroun trouve des solutions internes à ces problèmes. Malheureusement, on ne sent pas qu'il y a une volonté d'accompagner les acteurs de la société civile et les acteurs politiques pour que le règlement de cette crise se fasse véritablement sur une table où on va discuter avec des contradicteurs qui acceptent la différence. Ceux qui ont, dès le départ, choisi la solution du tout militaire se rendent donc compte qu'on va dans une impasse, on met la pression sur les soldats qui font leur travail et qui ne sont pas compris. Donc, c'est ce que je disais, qu'il y a tout un changement de paradigme qu'il faut développer aujourd'hui. Ok, tout à l'heure, vous parliez
d'un regard qui est porté sur les conséquences plutôt que sur les causes. Et pour vous, les causes, c'était par exemple la sécession. Est-ce qu'on ne peut pas voir la sécession plutôt comme la conséquence de certaines causes? Parmi les causes, je vais citer les accords de Shumban, dont les turiféraires de la sécession, de la partition du Cameroun estiment qu'ils ont été lésés en ce qui concerne les causes la mise en application des accords de Shumban. Est-ce que rendu en 2021, Péclador Michel Péquois, on peut résoudre cette crise en revenant sur les accords de Shumban? J'entends beaucoup parler de cette affaire d'accord de Shumban et je dois dire que les conséquences, on est d'accord là-dessus, que les conséquences de cette crise sont la malgouvernance. Et la malgouvernance n'implique pas, la résolution de la malgouvernance n'implique pas forcément le retour à un fédéralisme d'avant 1961. Il faut éviter, avant la conférence de Shumban, qui a acté, si vous voulez, le regroupement du Cameroun britannique et le Cameroun francophone. Mais je ne pense pas que le retour brut à cette solution-là serait la fin de la malgouvernance au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas oublier que les élites anglophones, qui aussi ont créé des conditions d'une rente au profit de certaines familles, sont responsables de la situation que l'on voit dans les régions anglophones. La sensation de marginalisation. Tout à fait. Parce que ces élites-là n'ont pas joué le rôle qu'elles devraient faire. Donc, la solution se trouve, de mon point de vue et du point de vue de ceux qui ont ma pensée politique, dans l'application stricte de la Constitution du 18 janvier 1996, à travers un transfert réel du pouvoir et de la participation des citoyens aux choses qui les concernent dans la décentralisation, qui peut s'appeler fédération si vous voulez, mais ce ne serait pas une fédération bipolaire entre les francophones d'un côté et les anglophones d'un côté, parce que ça va créer des situations de rente pour une élite anglophone qui n'aura pas besoin de faire des efforts. Merci beaucoup, c'est entendu. Nous allons évoluer dans cette émission rétro spéciale, l'assassinat ou alors le meurtre de la jeune Caro à Buea. Le ministre en charge de la communication s'est prononcé également à la suite d'une autre sortie, celle du département en charge de la défense au Cameroun, et estime que la situation s'envenime un tout petit peu à cause de certains médias qui jettent de l'huile au feu. Alors, nous allons voir cela avec ce reportage de Delphine Foncouteni. Les images choquantes de la petite et du gendarme ne cessent d'être virales depuis hier. Ça choque le patron de la communication, qui pense que cela envenime davantage la situation. L'annonce de cet événement tragique a à l'évidence suscité une vive douleur et une profonde émotion au sein de l'opinion publique, que sont venues amplifier les images choquantes abondamment relayées par les médias sociaux. Sur les médias aussi, ça inquiète. Le patron de la communication s'insurge du traitement fait. Face à une telle situation, on observe malheureusement que certains médias ont délibérément choisi de jeter de l'huile sur le feu, en travestissant de manière ostentatoire les faits, dans le but sans doute de provoquer un soulèvement populaire, voire un chaos social. Après le ministre de la Défense hier, René Emmanuel Sadi signe ce communiqué qui revient sur les événements de Buea. Il s'agit donc d'un sujet d'une gravité notoire et d'une sensibilité avérée que vient exacerber le contexte sécuritaire qui accourt dans cette région. Dans sa sortie ce 15 octobre, le ministre de la Communication reprécise la réaction du gendarme impliqué d'inapproprié, inadapté à la circonstance et de manifestement disproportionné par rapport au comportement irrévérencieux de la conductrice. Cela pose clairement le problème du traitement de l'information dans un contexte de conflits sociopolitiques, et d'autres théoriciens du journalisme de paix ou de journalisme sensible au conflit diront que les journalistes ont un rôle à jouer pour mettre un terme à la guerre. Vous qui êtes avant tout journaliste, directeur de publication depuis bientôt 30 ans, comment lisez-vous, alors comment appréciez-vous le traitement de cette actualité par les médias camerounais? Il y a le ministre de la Communication a tout à fait raison, parce que la recherche aujourd'hui, si vous voulez, d'une certaine sensation, du buzz, fait que
les thèmes sont utilisés à tort et à travers. Il y a la recherche du buzz, mais il faut aussi dire les choses. Il y a un problème de formation. Hein. Donc, quand quelqu'un dit que le gendarme a assassiné, ça pose problème. On le dit encore une fois, il n'est pas sorti de chez lui ce matin en ayant pour objectif d'aller assassiner cette jeune fille. Il y a eu des circonstances malheureuses qui se sont présentées et puis il y a eu cet accident parce que les autorités administratives et les autorités militaires ont parlé d'une réaction inappropriée. Moi, je dis que c'est un problème de formation et je justifie peut-être même mieux que parce que quand on ne peut pas être dans la tête des militaires aujourd'hui qui sont dans le nord-ouest et dans le sud-ouest et être tout à fait serein. Parce que la problématique, elle est celle-là. Vous êtes en train de vous battre pour des gens et puis vous n'êtes pas compris. C'est de ça qu'il est question. Et puis, il y a un moment donné, vous disjonctez et puis il y a ces erreurs qui se mettent en place. Nous sommes tous dans une logique aujourd'hui où les gens veulent s'attaquer aux conséquences d'un problème et éviter les causes. Les causes, c'est qu'il y a une malgouvernance au Cameroun en ce moment. Elle est générale, mais c'est plus exprimé parce que la minorité anglophone, dès le départ, a le réflexe d'assiéger. Donc ceux qui sont minoritaires, à tout moment, ils sont beaucoup plus engagés que d'autres parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a un péril pour leur existence propre. Donc les gars, au départ, ils ont dit la justice se fait en français, tout se fait en français même dans notre zone, il faut essayer de rééquilibrer les choses. Le traitement qu'on a donné a peut-être favorisé les ultras qui étaient dans leur rang, qui avaient déjà cet agenda-là, parce qu'il y a eu ce déficit de dialogue. Le Cameroun doit changer de paradigme. On doit penser dans ce pays que les questions peuvent se régler avec des gens, discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Parce que le discours qu'on fait, le grand dialogue national, c'était d'un côté ceux qui ont initié, qui avaient en face les échos de leur propre voix. Ils n'avaient pas en face d'eux des gens qui avaient des idées véritablement contraires. On l'a vu, père son âme, avec le discours de Sa Majesté le Sultan Roi de Baboun qui vient de partir. Vous avez vu très bien son discours qu'il a lu à l'entame de ses travaux et on lui a dit qu'il était hors sujet. Combien d'années plus tard, le sujet revient sur la table parce qu'il n'était pas hors sujet. Il est question aujourd'hui de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme vous et d'accepter qu'ils ont des choses aussi à dire. Si vous voulez écouter seulement les échos de votre propre voix, ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Le Cameroun a besoin de dialogue. Et on appelle de plus en plus à un dialogue un peu plus inclusif. Compte tenu du temps imparti à cette émission, on ne parlera pas de la formation des journalistes en situation de crise. C'est un tout autre, comme on dit, à l'université, on parle des départements, on parle des modules. Merci beaucoup. Alors, nous allons évoluer en nous intéressant davantage à la communication et à une autre sortie du patron de la communication au Cameroun. On parle de la communication sociale. Il y a une loi qui a été justement votée en 1990 qui balisait tout le terrain. Aujourd'hui, on évolue. Et à l'occasion de la Journée internationale de l'accès aux sources d'information, il y aura du nouveau dans quelques jours en matière d'accès à l'information. C'est tout bénéf pour vous, n'est-ce pas? C'est tout bénéf parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir... C'est vrai qu'il y a, quand je commençais à exercer, les cloisons étaient vraiment étanches entre ce qu'on appelle la presse privée et la presse à capitaux public et la presse à capitaux privés. Et on disait la presse de gauche, la presse de droite, oui, la presse d'opinion. Si vous voulez, les vendus d'un côté, les vandales de l'autre, et puis le pays était autant fractionné. Mais aujourd'hui, même si le pays reste fractionné, au niveau de la communication, on le voit très bien avec le mercato où certains journalistes de la presse privée se retrouvent très rapidement dans la presse publique et vice-versa, en fonction des circonstances. Cette loi que vous évoquez, tous ceux qui l'ont pratiqué, le journalisme depuis un certain temps, l'ont en tête. C'est la loi 90/052 du 19 décembre 91 sur la communication, 19 décembre 90, autant pour moi, sur la communication sociale. Donc, en plein pluralisme politique. En ouverture, c'était une session des libertés qu'il avait promulguée. Et donc, en même temps qu'on libéralisait le paysage associatif, on libéralisait le paysage de la communication sociale, on libéralisait d'autres secteurs névralgiques qui subissaient encore le joug du parti unique. Donc c'est pour ça que cette session avait été baptisée session des libertés.
Donc, à partir de là, des choses ont été faites. Il y a eu des avancées et quelquefois aussi des réactions, si vous voulez, des réflexes réactionnaires des tenants du pouvoir qui voulaient garder les manettes. Mais la loi, la science évolue très vite. C'est le paradigme de la compétition, de l'évolution. Tout à fait. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui ouvrent un nouveau champ qu'il faut véritablement intégrer parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas concevoir une gestion publique en ignorant l'influence des réseaux sociaux qui sont des journalistes, entre guillemets, citoyens et qui sont totalement hors contrôle. Vous faites bien de mettre entre guillemets parce que réseaux sociaux... Voilà, donc on appelle ça à un moment donné le journalisme citoyen, mais il n'y a pas autant les filtres manquent. Le journaliste réel a des filtres que le journaliste citoyen n'a pas. Parce que il a filmé, il a transmis les journalistes sans aucune censure. Vraiment puristes vous diront réseaux sociaux, vraiment c'est pas du journalisme. Tout à fait. On a du travail à faire, on va éclairer. Les réseaux sociaux, c'est pas l'inverse. Alors, nous allons vous proposer ce reportage réalisé par les soins de Delphine Fonkoutené qui revient sur cette journée internationale de l'accès aux sources d'information. Le Cameroun compte à ce jour près de 600 titres de presse écrite qui paraissent régulièrement, une centaine de stations radio, une trentaine de télévisions et de presse cybernétique. Cette floraison est le fruit de la loi de 90 sur la communication sociale. 31 ans après, notre pays a un avant-projet de loi. Nous sommes en train de finaliser dans ce domaine et qui va sans doute être bientôt présenté à la haute appréciation de qui de droit et discuté au niveau du Parlement. Mais il y a également la responsabilité qui incombe aux journalistes eux-mêmes, qui doivent prendre conscience à la fois des avantages de cette libéralisation de l'espace national qui leur permet donc de s'exprimer, de faire un usage abondant. À ce niveau, il faut renforcer le système de médias dans notre pays, lequel, ces derniers temps, est truffé de fake news et autres images choquantes qui circulent sur la toile. La célébration ce 15 octobre de la Journée internationale de l'accès à l'information est une aubaine pour les ministres de la communication du Cameroun, du Congo et du Burundi d'échanger sur les expériences et les bons points pour améliorer le droit de l'information dans leurs pays respectifs. Le droit de savoir mieux reconstruire grâce à l'accès à l'information, tel est le thème de ce webinaire organisé par le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Au rang des avancées également, on retient que le Cameroun prépare une loi spéciale sur l'accès du citoyen à l'information, sur la gestion des affaires publiques dans le cadre de la SND 30. Alors, selon la charte de Munich et la déontologie journalistique, l'accès à l'information passe avant tout autre droit. Au Cameroun, vous qui êtes habitué à exercer ce métier, quelle est la réalité du terrain en matière d'accès à l'information? Si on n'a pas accès à l'information, on en aura une information biaisée qui ne pourra pas éclairer l'opinion et leur permettre de se faire une idée de la gestion du pays. Bon, sur ce point, il faut déjà relever que même les dirigeants de ce pays ont favorisé, si vous voulez, la discrimination en complexifiant cet accès à l'information. Donc, il y avait d'un côté ceux qui ont la vérité transcendantale et d'autres qui sont dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt de la gestion du pouvoir. Je vais citer notamment le chef de l'État qui disait, justement dans les années 90, la vérité vient d'en haut et la rumeur est en bas. C'est lui qui disait, il faut dire que si vous voulez savoir ce qui se passe, c'est eux. Sauf que ils ne donnent pas l'accès de l'information à ceux qui sont chargés de la vulgariser auprès du grand nombre. Donc, du coup, ça favorise des informations qu'on obtient par la fenêtre et qui ne sont pas forcément recoupables, parce qu'il faut pouvoir recouper une bonne information, c'est celle qui est recoupée et c'est celle qui est critiquée. Donc lorsque je suis dans une réunion de cabinet et que le Premier ministre ou bien un autre haut responsable de l'État dit quelque chose qui me sort par les pores et que j'appelle un ami journaliste, je lui fais la confidence,
il n'est pas capable de vérifier sans mettre en péril si vous voulez, la sécurité de sa source. Donc du coup, le régime des rumeurs a amené le chef d'État à un moment donné à railler cette situation que je viens de dire. Donc il est important que la presse privée, que la presse à capitaux privés puisse avoir les mêmes sources d'informations que la presse à capitaux publics. Zéro discrimination. Zéro discrimination, c'est très important, quitte à ce que les journalistes fassent preuve à leur niveau de responsabilité. Mais la règle, c'est la liberté. Les journalistes ont droit à la liberté d'accès aux sources et à eux maintenant de faire, si vous voulez, de savoir ce qui est important, développer des complexes ou bien des complexes d'autocensure, parce que l'autocensure aussi fait preuve de responsabilité. Prenons, c'est aujourd'hui peut-être combien d'années après la mort du président français, François Mitterrand, que des gens ont révélé la double, voire la triple vie qu'il avait avec des enfants cachés, etc. On ne va pas me faire croire que les journalistes qui le suivaient au quotidien ignoraient ça. Mais c'était comme tabou à cette époque. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est totalement impossible. Mais les journalistes français qui couvraient ces événements-là s'étaient donné le mot d'ordre qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires pour la compréhension de la vie publique. Ça pose le problème de la responsabilité sociale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des journalistes. Donc, les journalistes doivent au départ avoir la liberté de le faire et développer aussi les réflexes de responsabilité. Et pour ne pas, si vous voulez, retourner le couteau dans la plaie, la situation qui a introduit ce débat, notamment la crise dans le Nord-Ouest, interpelle également les journalistes pour leur responsabilité dans, si vous voulez, dans l'atteinte du moral des hommes qui sont au front. Merci beaucoup. Et pour conclure votre propos, l'accès à l'information, c'est un préalable à la démocratie. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, cette semaine également, on a parlé de sport. Le Cameroun va organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le président de la République a mis les petits plats dans les grands. Et de plus en plus, on voit sur le terrain le ministère en charge des sports fait des pieds et des mains en associant les patrons des médias pour que la fête soit belle, en mettant d'ailleurs aussi beaucoup de milliards pour que certaines infrastructures puissent être terminées avant cette grande messe du football continental que va organiser le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o-Fils et bien d'autres. Je vous propose cette série de reportages pour vous présenter les avancées en matière de préparation de cette CAN 2021. Au décompte, ce sont 86 derniers jours pour faire le comble de cette fierté nationale. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations sous le label Cameroun, tel que voulu par le chef de l'État. Le credo d'une CAN à 24 équipes, la toute première du format, a réussi intercamerounaise. Le comité local d'organisation, en même temps qu'il mobilise les ressources, bat l'appel de ses troupes, sensibilise et outille à tous les niveaux. Le pays de Paul Biya souhaite offrir le meilleur spectacle de football africain aux yeux du monde. Les prémices déjà données à la cérémonie du tirage au sort, organisée le 17 août dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Les infrastructures, dans leur audace de qualité, jouent entre les acquis et l'achèvement attend des chantiers en cours. Douala, Bafoussam, Limbe, Boya et Garoua, prêts aux sollicitations même les plus extrêmes de cette compétition la plus importante au plan continental. Yaoundé pour l'essentiel prêt en attendant le grand bonus incarné par le complexe sportif d'Olembe. La grande attraction dans ses ultimes moments d'embellissement avant la livraison prévue en fin novembre. Pour une CAN sans faute, le président de la République vient de dépêcher une mission d'information sur les différents sites. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, mis en première ligne de ce périple, porte la responsabilité de voir pour le chef de l'État et dire en son nom ce qui doit être fait en faveur de ce grand challenge Cameroun. Avec lui, outre de légitimes acteurs du gouvernement, de grands noms du football camerounais et africain, Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, El Hadj Diouf, Patrick Boma, Samuel Eto'o et Gaël Nganamuit, entre autres. Et la presse, de sa crème au niveau national et international. Emmanuel Chatoué de Canal 2 International, Charles Ndongo de la CRTV, Marie-Claire Nana de Cameroun Tribune, Philippe Doucet de Canal+, le représentant de CNN et d'autres médias internationaux.
Du 16 au 23 octobre prochain, la mission fera le tour. Yaoundé, Douala, Limbe, Boya, Bafoussam et Garoua pour cette mission de CAN. Pour dire Together we can. C'est l'acte qui va consacrer officiellement le Cameroun comme pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Avec la signature annoncée de l'accord cadre entre la CAF et la FECAFOOT ce 19 octobre, le spectre d'un nouveau glissement de la CAN semble s'éloigner. Ce sera une signature qui est la bienvenue. Et pourquoi elle est la bienvenue? Parce que juridiquement, le Cameroun sera sécurisé pour l'organisation de sa Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, à l'heure actuelle, la CAF peut toujours délocaliser l'organisation de cette compétition. Le Cameroun ne fera rien, malgré toutes ses dépenses. Un peu comme ce fut le cas en 2019. À cette période, aucune charge sur le plan juridique ne pesait sur la CAF après ce retrait, étant donné qu'il n'existait pas de contrat officiel entre elle et le Cameroun. De l'avis de certains observateurs, l'accord désormais imminent est une preuve que notre pays est prêt à sucer sa canne. Au niveau des infrastructures, nous sommes pratiquement prêts. Au niveau, n'est-ce pas, de tout ce qui peut entourer n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique, nous sommes pratiquement prêts. La cérémonie de signature de cet accord cadre a été renvoyée parce qu'il fallait voir clair. Il fallait voir clair sur l'organisation de cette compétition et le Cameroun a donné toutes les garanties. La question n'est donc plus autour de la tenue ou non de la CAN 2021 dans notre pays, mais celle de savoir qui, côté Cameroun, signera l'accord le 19 octobre avec la CAF, quand on sait qu'à la Fédération camerounaise de football en ce moment, c'est la mi-temps. Comme c'est la FIFA et la CAF qui reconnaissent M. Seydou Mbombo Njoya comme président, à ce moment-là, ils l'ont adoubé, ça veut dire qu'ils sont capables de l'accepter. L'accord cadre ne se signe pas entre un pays et la Confédération. Non, c'est entre la Confédération et la Fédération, n'est-ce pas? Je ne serais pas surpris que ce soit le président intérimaire qui le fasse parce qu'il a déjà au moins été adoubé par les deux institutions fêtières qui sont la CAF et la FIFA. Le secrétaire général de la CAF, Véron Moussengomba, est attendu au Cameroun dans les prochains jours pour cet événement qui ne cesse d'alimenter les débats. Tout est dit, on va dire, sans commentaire. Cette semaine également, nous avons vécu la célébration du 34e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. C'était un 15 octobre 1987, ça fait 34 ans. Et son procès a été reporté pour le 25 octobre prochain. Quel souvenir gardez-vous de Thomas Sankara? Et qu'est-ce qu'il laisse à la postérité, justement? Je me souviens comme hier, hein, du jour de son décès. J'étais étudiant à la seule université de l'époque, l'université de Yaoundé. Et je venais de rentrer dans ma chambre. Et les informations sont passées qu'il a été assassiné. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une telle émotion et je ne cacherai pas de dire que j'ai un peu pleuré. J'ai vraiment pleuré dans ma chambre parce que Thomas Sankara, je n'avais pas de relation familiale avec lui, vous en convenez. Mais il avait un tel charisme sur la jeunesse africaine de l'époque. Et tout jeune étudiant que j'étais, je me sentais blessé et trahi par rapport à les circonstances de son décès, où on avait très bien compris, parce que je me rappelle l'article que j'avais lu à cette époque-là, qui avait été signé, qui avait été publié dans Jeune Afrique, sous la plume, père son âme, il n'est plus aujourd'hui, Sénène Andrea Mirado, qui avait raconté un peu les derniers instants de Thomas Sankara. Il était son ami, il était aussi l'ami de Blaise Compaoré. Et il racontait... Qui est aujourd'hui accusé. Qui est aujourd'hui accusé, qui était, loin s'en faut, le principal commanditaire, parce que selon la trilogie, à qui profite le crime, et vous avez plus ou moins un faisceau d'indications sur qui est l'auteur. Donc, il va sans dire que Blaise Compaoré, et Gilbert Djendjere et tous les autres officiers qui entouraient Thomas Sankara étaient donc forcément les bénéficiaires de ce crime et ils ont tout fait pour masquer la vérité. Donc c'était eux les commanditaires. Le procès a une valeur aujourd'hui pédagogique et pour essayer de comprendre et rappeler qu'il n'y aura pas de prescription pour certains crimes qui aujourd'hui tuent les rêves de la jeunesse africaine. Parce que dans le cas d'espèce, Thomas Sankara, c'était un idéal. Et les jeunes aujourd'hui, les jeunes à l'époque, rêvaient véritablement de construire une Afrique à la dimension de leur potentiel, de leur,
leurs aspirations, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la situation si vous voulez, du matériel, du matériel, la génération bling-bling et la génération etc., fait en sorte que l'idéal commun est sacrifié à l'autel des considérations très Thomas Sankara a-t-il été naïf au regard du contexte, la main de l'impérialiste qui est encore là et tous les autres chefs d'État africains qu'on accuse à tort ou à raison d'avoir comploté? Pensez-vous que Thomas Sankara ait compris l'environnement dans lequel il exerçait? Il était trop idéaliste pour comprendre l'environnement. Il faut aussi mettre ça, si vous voulez, un peu dédouaner, quelque part, ceux qui ont comploté contre lui, parce que c'était un combat du pot de fer contre le pot de terre. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, les relations, malgré l'évolution, ne permettent pas d'envisager une confrontation en termes de rapport de force avec quelqu'un qui, le rapport de force est astronomique, entre d'un côté la puissance coloniale et de l'autre. Quand vous vous battez dans ce genre de compétition, il faut savoir quels sont vos atouts réels. Parce que j'ai encore à mémoire le discours de Thomas Sankara qui tournait en ridicule François Mitterrand lors d'une visite à Ouaga. Et des observateurs ont dit que c'est ce jour-là qu'il a signé son arrêt de mort. Exact. Donc, je crois qu'il y a des invectives qui ne sont pas nécessaires. Peut-être n'est pas bon à dire aussi. Peut-être. Peut-être, oui. Mais il y a des invectives qui ne sont pas nécessaires pour faire avancer certaines causes. Donc, on peut y aller doucement, on peut y aller à son rythme, mais être précis, ferme dans ses convictions. C'est par la rue que son ami, son copain a été finalement chassé. Oui. Est-ce qu'il y a une leçon de démocratie que le Burkina Faso enseignerait aux autres peuples d'Afrique? Chaque peuple a son histoire, sa trajectoire. Ce qui est valable pour le Sénégal ne l'est pas forcément pour le Burkina. Ce qui est bon pour les Gabonais ne l'est pas forcément pour les Camerounais ou bien les Équato-Guinéens. Donc chaque peuple a son histoire. C'est vrai qu'il y a des grandes considérations, il y a notamment quand on le voit en économie, il y a un environnement qui fait que certaines théories sont plus aptes à prospérer que d'autres. C'est valable en économie, c'est valable en politique, mais véritablement, vous ne pouvez pas transposer de façon fiable et mathématique quelque chose qui a marché dans un pays A. Ou alors le rapport au pouvoir n'est pas le même entre les hommes. Tout ça participe, si vous voulez, de la construction des faits politiques. Un exemple, vous allez dire, regardez l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est des pays qui sont basés sur des anciennes nations. L'Empire Songhai, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, etc. Donc, qui ont déjà eu, si vous voulez, une certaine acceptation d'une autorité trop centralisée. Vous n'avez pas des schémas qui marchent là-bas. Les amis pas forcément ailleurs. En Afrique forestière. C'est compris. Et, Michel Éclador-Péquois, nous sommes parvenus au terme de cette émission. Nous avons été très très heureux de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UPC du congrès de Baden-Kop. Il faut préciser que votre parti est assez partitionné et on vous souhaite de vous unir comme on le souhaite également pour le Cameroun, que les enfants du même peuple puissent s'asseoir et parler d'une seule voix. L'union fait la force, dit-on, n'est-ce pas? C'est un vœu que je partage avec vous. Et que Oumniobe partagerait, n'est-ce pas, partagerait également. Tout à fait. Donc, il y a des recadrages qui sont nécessaires pour que l'UPC retrouve toute sa place dans l'échiquier politique national. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous avons été à nouveau très très heureux d'être des vôtres, d'être en votre compagnie pour cette édition spéciale qui a fait la part belle au traitement de l'information concernant la mort tragique de la petite Caro Ndiale du côté de Buea. La rediffusion de ce programme, ce sera lundi à 9h sur nos antennes. Et dimanche prochain, avec la grâce de Dieu, nous serons encore des vôtres. Et ce sera dès 9h sur Canal 2 International. Portez-vous bien et restez des nôtres.